Voilà, je vous présente notre prochain orateur, Monsieur Jean-Marc. J'ai appelé Jean-François, excusez-moi, Monsieur Chardon. Voilà, je rectifie mon erreur. Voilà, le même temps, vous êtes à partie. Bien, merci, merci aux organisateurs et à vous tous, parce que moi j'ai été impressionné en arrivant ici par l'excellente organisation d'une part, et puis des contributions qui sont mieux que des contributions de qualité. Je crois que ce sont des contributions vraiment excellentes qui mériteraient d'avoir des échos un peu partout autour de nous. Alors, j'ai entendu le professeur Grimbert. Le professeur Grimbert, il a bien de la chance parce que Cohn-Bendit n'est pas dans ses murs, sinon je crois qu'il y a des pavés qui voleraient quelque part. Sans doute. Sans doute, mais quand il évoque la pensée unique, il y a un certain nombre de choses effectivement qui méritent d'être dites. Et la pensée unique, ou bien on la ressent, on la constate, on la voit, ou bien on la rencontre. On la rencontre chemin faisant, je dirais, dans le quotidien. Alors avant d'aborder spécifiquement cette question de la pensée unique, ce phénomène particulier, deux mots quand même sur le thème initial du débat, liberté et démocratie, parce qu'entre les deux, il y a l'opinion publique. Ce qui est censé l'exprimer, ce sont les médias. Je me sens donc concerné, et vous tous, par définition, puisqu'il n'y a pas de médias sans public qui les font vivre. Pas de liberté sans presse libre, dit-on souvent, pas de démocratie sans pluralisme de la presse. La question des médias, elle est donc centrale, incontournable, comme disent nos contemporains. Alors ces médias aujourd'hui, vous le savez autant que moi, ils sont pléthores, toujours plus nombreux, interactifs, présents, trop présents peut-être, mais en tout cas ils sont là. Si on calcule rapidement le temps que l'on passe au contact des médias aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. En moyenne, 3 heures, voire 3h30 de télévision par jour. Ajoutez à cela quelques 2h30, 2h50 à 3 heures de consommation de radio. Plus, si vous lisez encore un peu la presse, qui est de moins en moins le cas, et pour cause, c'est tout de même un quart d'heure à 20 minutes par jour, vous arrivez à une somme impressionnante, plus de 6 heures quotidiennes passées au contact des médias. Donc c'est presque l'équivalent du temps de travail si on y ajoute la RTT, les 35 heures. Donc c'est énorme, ça n'a pas de précédent. Vous êtes bien d'accord que ça n'a pas de précédent. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui, une situation qui laisse apparaître un pluralisme apparemment large, vivace, à travers une presse qui fourmille de titres, d'émissions, de forums, de discussions. Et dans ces espaces, c'est vrai que j'inclus aussi le Internet, qui lui se développe, et singulièrement auprès des jeunes. Par conséquent, en toute logique, mon intervention, elle devrait s'arrêter là, c'est-à-dire que puisque les critères apparents d'un débat démocratique sont présents, il y a beaucoup de médias, bien, pourquoi continuer? A priori, ça ne doit pas aller si mal que cela. Alors pourquoi émettre une critique? C'est que, si critique il y a déjà, c'est que cette multiplication de médias, cette accumulation d'informations, c'est peut-être un élément de la démocratie, soit, mais ça ne garantit pas l'existence d'un pluralisme effectif. Imaginons que ces médias, imaginons un instant qu'ils se reprennent les uns les autres, qu'ils se citent d'abondance, qu'ils s'échangent leurs chroniqueurs. Imaginons qu'ils courent après la même actualité, qu'ils se tournent par hasard vers les mêmes interlocuteurs. Imaginons qu'ils produisent des émissions interchangeables au décor près. Imaginons qu'ils s'abreuvent en un mot aux mêmes sources d'informations. Est-ce que cela est inimaginable vraiment? Mais faisons simplement abstraction, si vous voulez, de l'imagination. Portons-nous sur notre sens de l'observation. Que voyez-vous en jetant un coup d'œil sur le long du kiosque au sortir de votre gare habituelle? Une batterie de magazines qui déclinent à quelques nuances près les mêmes sujets, avec les mêmes commentaires, voire les mêmes chroniqueurs. Sujet peut-être un peu décalé d'une semaine à 15 jours, mais c'est tout. Vous avez 1 heure à perdre, vous prenez le temps de parcourir la presse quotidienne en rayon, et qu'en sort-il? Vous avez pas mal de titres, un peu moins qu'avant, mais encore beaucoup de titres tout de même, et une même actualité qui est restituée sous vos yeux, avec des titres et des légendes qui sont, avouez-le, assez ressemblantes. Et puis le soir, vous enclenchez la télécommande de votre télévision sur les titres du 20h, par exemple, et puis les mêmes visages qui vous commentent les mêmes images à quelques nuances près, qui tiennent plus à la mise en scène qu'au fond. Tout le monde, comme disait une consoeur, une journaliste grand reporter à Libération, tout le monde regarde la même personne au même moment, au même endroit. C'est quand même curieux. Alors je reviendrai sur cette journaliste qui a fait parler d'elle, et pour cause. Alors, vous me direz, mais comment disposer alors, à quoi sert plutôt de disposer de plusieurs journaux,
de plusieurs stations de radio, de télévision, si c'est pour retrouver quasiment la même chose. Et là, on est, c'est vrai, au cœur du paradoxe, quantité de médias qui accouchent d'une vision commune de l'actualité, qui restitue presque à l'identique le monde, qui épouse des lignes éditoriales tellement serrées qu'on ne voit plus guère où est la différence. Comme s'il existait une actualité, une seule vision du monde, une actualité unique. D'où vient donc le fait que nous ayons cette vision de l'actualité unique. Il suffit de se brancher sur votre écran de télévision. Que se passe-t-il finalement si vous prenez la peine de la regarder en longueur, exceptionnellement, et éveillé, parce que la télévision, c'est vrai que ça endort parfois. Bon, vous la regardez et vous constatez au bout d'un certain temps par les réflexions qui sont faites par vos proches que c'est elle qui décide de ce qui est important, de ce qui mérite un regard ou bien rien du tout, parce qu'elle est tout simplement au centre de notre vie, et elle est au centre parce qu'il n'y a pas plus fort que l'image. L'image, elle s'impose comme une vérité établie, c'est l'image qui suscite des flots d'émotions, l'image qui parle plus que n'importe quel discours. Son emprise, elle est vraiment très forte sur les esprits, et après ça, il n'y a plus rien à justifier. Une femme chercheuse comme Liliane Lursa a fait des travaux remarquables, notamment orientés vers les enfants, et ça explique 1000 choses ensuite sur leur comportement, la puissance de l'image et tous les effets de déréalisation qui se profilent derrière. À force d'image, effectivement, on contrôle les esprits. Qui détient l'image finalement tient l'opinion. Alors si vous en doutez, on peut en douter. Certains en doutent d'ailleurs. Moi, je connais un certain nombre d'experts qui me disent que tout ça, c'est du charabia. En général, ils sont conseillés auprès d'une télévision ou d'une autre. Alors on comprend qu'ils aient un double langage, mais enfin, la simple observation permet tout de même d'aboutir à certaines conclusions. Et puis de toute façon, dites-moi comment vous pouvez, vous, chacun d'entre nous ici, comment nous pouvons infirmer une image. Si nos enfants ont vu une image à la télévision, ils ont cru voir la réalité. Et c'est vraiment, il faut être vraiment très fort pour leur dire que cette image, peut-être, elle n'est pas de la réalité, elle est connotée, cette image est fabriquée. Pour eux, c'est bien compliqué à comprendre. Et en tout cas, ils sont éduqués avec des images. Et c'est sur des images qu'ils se font des opinions, et plus que ça, des convictions, et ensuite un art de vivre, une manière d'exister. Du coup, les choix éditoriaux du média télé, ils deviennent ceux que les autres médias épousent. Car c'est bien ça le problème. S'il y a pensée unique, ce n'est pas parce qu'il y a un média quelque part qui impose tout. Les autres médias épousent les mêmes lignes éditoriales. À ce moment précis, pour le journaliste, quel est son problème ? Son problème, ce n'est plus vraiment de savoir si lui, journaliste, quelque part dans une rédaction, il reflète vraiment la réalité de ce qui se passe. Son problème, c'est de savoir si par un jeu de miroir, il se retrouve dans ce que disent ses confrères. Aparté entre deux journalistes de radio, c'est quelque chose de vrai, ce que je vous dis là. Philippe, j'ai entendu ton commentaire hier sur le procès d'Outreau. Intéressant, pas mal, on voit que tu l'as bien suivi ce commentaire. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu surpris quand même. J'avoue que je n'ai pas retrouvé dans tes propos ce que disent tes confrères. En un mot, toute la presse parle autrement de ce procès. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc gros malaise, ce qui laisse entendre que le journaliste n'a pas très bien, non pas suivi le procès, mais que le journaliste n'a pas compris peut-être la situation, ou plus exactement qu'il était à côté de l'affaire, ou peut-être qu'il pense mal. Voilà. Donc, gros problème, le journaliste n'a pas épousé la ligne éditoriale centrale véhiculée par les autres médias qui, curieusement, parce qu'ils ne se sont pas donné forcément le mot, curieusement, disent quasiment la même chose. Alors, en suivant cette pente, évidemment, comment s'étonner que des commentaires discordants s'éteignent d'eux-mêmes d'un média à l'autre. Il suffit de remonter une semaine en arrière. Quelqu'un dans cette assistance a-t-il trouvé une grande diversité, par exemple, de critiques sur les films sélectionnés et primés à Cannes ? S'il y en a, il faudra qu'ils se lèvent à la fin de cette audition. J'imagine qu'il y en a, et pourquoi pas, mais je n'en suis pas certain en même temps. Mais disons, dans l'ordinaire des jours, que se passe-t-il ? Comment ça se traduit tout cela ? Et votre fille croise une camarade à la sortie de l'école. Elle lui dit « Mais dis donc, tu as vu ce qu'ils ont passé hier à la télévision ?»« Non, je ne l'ai pas vu. » Ah ben, c'était pas mal, c'était un extrait du dernier film de Spielberg, c'est vraiment super, il faut y aller. Et l'autre lui dit « Ah non, je ne l'ai pas vu, mais ils en ont parlé à la radio ce matin. »« Ah oui, c'était super. Ah ben, il faut y aller. » Et donc, la semaine prochaine, on prend rendez-vous. Ce qui veut dire que, finalement, d'une actualité qui devient une actualité unique, chacun se fait la même opinion, et ce qui fait dire aussi à l'humoriste, c'est dingue, la télé, elle pense comme moi, les médias, ils pensent comme moi. Et là, on est limite plaisanterie,
parce que j'ai vu des confrères, j'ai vu des techniciens, j'ai vu un certain nombre de personnes autour de moi qui finalement avaient un peu cette tournure d'esprit de se dire comme c'est curieux, mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Alors nous, on va se dire pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi en effet? Parce qu'on a connu quand même des périodes où la presse était un peu plus variée, plus diversifiée, avec des opinions plus tranchées. La raison fondamentale, c'est en effet ce phénomène qui, à mon avis, est fort, puissant, pesant surtout, cette pensée qui paraît des atours de l'évidence s'impose partout, je veux dire la pensée unique, dont Jean-Pierre Grabert vous a donné déjà quelques éléments essentiels, même plus que des éléments essentiels. Pratiquement, il a tout dit sur le phénomène. Alors, cette pensée unique, dira-t-on, qui n'a d'ailleurs de pensée vraiment que son nom, elle traverse les médias aujourd'hui, elle engourdit la liberté d'expression et surtout, elle étouffe la critique. Alors, ça ne se voit pas tout ça. Bien sûr, c'est invisible, mais elle est bien là. Je dirais qu'on la ressent d'autant plus que elle n'a pas de statut établi. Ce phénomène, comment on l'explique? Je crois que ça mériterait cette fois d'autres développements. Grosso modo, pour faire vraiment court, et essentiellement, je crois, des décombres du mur de Berlin, c'est-à-dire que c'est quand même un phénomène assez récent, d'une quinzaine d'années, et de tout ce qui s'en est suivi. C'est-à-dire que ça s'est joué à la confluence entre des courants libertaires et libérales. En tout cas, une pensée qui aujourd'hui s'abreuve de deux matérialismes puissants. Deux matérialismes qui se rejoignent, du toujours plus de droits, plus d'avantages, l'étalage des biens, du bien-être, du sexe, de la frime, l'exhibition. Bref, c'est la dictature du paraître quelque part, c'est le look, c'est l'image. Et donc c'est la télévision. La télévision est devenue le média. Alors là, c'est pour cause, incontournable de la pensée unique, le média central. Il suffit de regarder ces émissions de télé-réalité qui prennent de plus en plus d'importance, qui se multiplient, se démultiplient, dont on cherche à chaque fois une autre déclinaison, mais qui ont pris une importance vraiment singulière aujourd'hui sur les écrans. Alors pour autant, et bien évidemment, la pensée unique, à travers les médias, c'est plein d'autres choses. Quand je vous disais, on peut cerner la pensée unique, on peut essayer de la définir, on peut aussi la rencontrer sur son terrain de travail un peu tous les jours. Et dans ce cas, ce n'est certainement pas de la théorie. Là, on voit quelque chose qui a une existence. Alors, permettez-moi, sans prétendre être exhaustif un instant, faire tout de même un rapide survol du phénomène. Qu'est-ce que c'est donc que cette pensée unique dans le quotidien, à travers ce que vous entendez sur les médias? C'est déjà un culte journalier de la déploration. Parler de ce qui va mal. Comme disait le Dalai Lama il y a quelque temps, c'est curieux, les journalistes ne savent plus ce qu'est une bonne nouvelle. Alors, si les journalistes ne savent plus ce qu'est une bonne nouvelle, ça signifie aussi que vous-même, vous n'entendez pas grand-chose qui soit de l'ordre de l'espérance, qui soit de l'ordre de ce qui est favorable, de ce qui donne à espérer quelque chose. Parler de ce qui va mal, attentats, meurtre, scandale, catastrophe. Vous me direz, ce n'est pas nouveau. Bah oui, bien sûr, la presse a toujours eu cette tradition avec les trains qui déraillent dont on parle en premier, c'est vrai. Mais ce qui a changé quand même, c'est l'ordre des choses, c'est la manière d'interpréter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un assassin dont on cherche à tout prix quelque excuse à son acte, la victime, elle est passée sous silence par pertes et profits. Françoise Rodetsky, de son côté, la directrice de SOS Attentat, écrit des choses fort intéressantes sur le sujet. Les journalistes s'intéressent parfois à Françoise Rodetsky quand il y a un attentat, c'est-à-dire sur le coup, dans les 24 heures, et ensuite l'oublient complètement. Parce que autant on peut comprendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne au secours des victimes d'actes de terrorisme, autant ensuite les analyses de cette même personne, qui pourtant a des choses sensées à dire, n'intéressent plus, curieusement, les médias. Les victimes, ensuite, on les oublie très vite. C'est aussi une préférence affichée pour la transgression. Bon, un film sort qui célèbre la violence dans le registre de l'érotisme. Ça s'est vu il y a de ça 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Un film tellement violent qu'il a été déprogrammé des salles, en tout cas en France. Une seule enseigne de cinéma l'a maintenu à l'affiche. Son directeur a été proclamé résistant dans les médias, et dans certains, ce n'était pas le résistant, c'était le résistant, puisqu'il était le seul. Et les micros sont venus, ont afflué vers lui. Voilà, si vous voulez savoir quel est ce film, je pense que Michela Marzano ici pourra vous en dire plus, parce que je pense qu'elle a quelques souvenirs. Et curieusement, quand c'est comme cela, les experts en communication peuvent être sollicités, mais ils disent à peu près la même chose, finalement pas grand-chose.
Quant à la réalisatrice, qui est aussi l'auteur du scénario qui a servi à ce film, elle n'est pas consacrée héroïne, elle est tout de même gratifiée d'une mention spéciale, une femme au-delà des transgressions et des tabous. C'est extraordinaire, elle est au-delà, ça veut dire qu'elle est supérieure à tout le monde, voilà. Mais ça lui donne un statut spécial, évidemment, qui vous distingue du lot, qui n'est pas forcément désagréable à porter comme cela vu de l'extérieur. Pensée unique, c'est aussi une interprétation travestie de la réalité. Peu après la mort du pape, un quotidien relate les grandes lignes d'un sondage qu'attendent les chrétiens de son élection. Quelle mission lui assigne-t-il? En troisième position, que l'Église modifie sa position sur la morale sexuelle. Donc c'est l'information dégagée par le journal. La réalité que l'on peut lire également dans ce même journal, c'est que 34% seulement des personnes interrogées font cette demande. Donc c'est assez curieux puisqu'on fait parler une minorité, et cette minorité est affichée par le sondage, mais cette minorité parle comme expression générale. C'est extraordinaire, mais c'est un procédé qui est très, très répandu. La pensée unique adore ce type de travestissement. Bon, c'est aussi un regard singulièrement accusateur sur l'histoire, sur le mode, vous le savez, vous l'avez entendu et lu, face sombre de l'histoire, et sans nuance, parce que bien sûr, il y a des faces sombres de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire européenne, bien sûr, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y ait pas de nuance. Donc c'est infligé comme un argument accusateur. Titre à la une d'un quotidien du soir, d'un ex-grand quotidien de référence, je ne vais pas citer parce qu'il y a des gens qui adorent les procès pour oui, pour non maintenant. Comment reconnaître nos crimes en Algérie? C'est tout. Donc c'est le titre qui est donné à la une. En face, vous n'avez rien d'autre. Vous avez simplement le développement d'argumentations qui vont dans une seule ligne, une seule ligne de pensée. Et cette thématique, elle est reprise ensuite passivement par les autres supports de presse. Vous avouerez que c'est un peu expéditif. Dans le prolongement aussi, c'est une culture de la culpabilité récurrente. Une actrice est interrogée à Cannes, on a pu lire son article dans des journaux. Elle a tourné un film d'où elle évoque la culpabilité qui, dit-elle, doit être la nôtre ou égard à notre histoire. Bon, c'est une chose. En revanche, dans le même interview, elle confie qu'elle a été marquée dans son enfance par une autre culpabilité liée à son éducation chrétienne, dit-elle. Donc, éloge d'une bonne culpabilité d'un côté et dénonciation d'une mauvaise culpabilité de l'autre. Comprenne qui pourra, mais on voit bien qui est desservi par ce type de propos, et ça paraît tout à fait naturel. Donc, une culpabilité contrebalancée par une autre. C'est aussi un débat systématiquement biaisé sur certains sujets, à commencer par l'immigration, avec des préventions telles que le tabou sur les origines. Je ne vais pas non plus trop prolonger ce débat, mais quelqu'un a écrit, entre autres, quelqu'un a écrit un bouquin assez remarquable là-dessus qui s'appelle Zahir Kedadouche. Son livre, c'est Zahir le Gaulois. Alors, ça a énormément déplu dans une partie de la presse, qui fait que la plupart des journalistes l'ont boycotté. Mais ce que dit ce monsieur, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est employé dans les services publics, mais qui a acquis un certain niveau d'études, donc qui peut s'exprimer, je dirais, avec une certaine autonomie. Ce que dit Zahir Kedadouche est très pertinent. Alors, c'est vrai que ça dérange. Quand ça dérange, la pensée unique, elle vous ignore. Il a été ignoré. Autre chose de très remarquable, c'est la surreprésentation de quelques associations et quelques revues, parfois minusculaires, mais bien en cours, qui sont censées représenter une large partie de l'opinion. Vous avez comme ça une revue intitulée Goliath sur le terrain religieux. Bon, ces auteurs parlent d'autorité par la grâce des médias, alors qu'ils ne représentent quasiment rien. C'est aussi une panoplie d'expressions toutes faites. Dérive, croisade, vous avez entendu ça à tout bout de champ. Et je dirais que l'un des meilleurs temps forts au sujet des croisades, nous l'avons vécu en 2001, juste après septembre 2001. Vous avez eu des commentaires assez anachroniques et extraordinaires. Vous avez eu surtout des questions posées à des journalistes, demandant à des experts en géopolitique. Mais alors finalement, M. Ben Laden, ce monsieur, il est parti en croisade. Il est parti en croisade contre l'Occident. Et l'expert en face lui dit « Ah mais croisade, c'est un mot qu'il n'aime pas ». Et le journaliste ne comprend pas, parce que croisade, il faut 3-4 jours avant que, effectivement, on remette les paramètres à l'heure et que les rédacteurs en chef expliquent à leurs journalistes que croisade, effectivement, ce n'est pas certainement une expression usitée dans le langage de Ben Laden, et pour cause. Mais il faut du temps. Il faut du temps.
Vous avez donc ces expressions toutes faites qui servent à tout, et puis vous avez encore un langage, des qualificatifs incapacitants du style le très conservateur cardinal, le très controversé monsieur un tel. Si vous êtes présenté comme tel, justement, vous êtes mort d'avance. C'est-à-dire que vous pouvez participer à un débat, que déjà votre parole, elle est baissée et même surbaissée. Donc vous n'aurez même pas le moyen de pouvoir accéder au débat. Bon, c'est une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. Enfin, c'est une méthode quelque part, on peut la qualifier de policière, ce que l'on veut, mais en tout cas, ce n'est pas une méthode journalistique. Malheureusement, elle est pratiquée par un certain nombre de confrères. En revanche, si vous voulez être reconnu dans le sérail médiatique, eh bien, vous vous faites décerner le titre de rebelle, et là, on vous ouvre toutes les portes. C'est vraiment le must. C'est le must. Autre méthode assez courue, celle-là, on n'y prête pas attention. Je pense que même vous-même, moi-même, à certains moments, je n'y prête plus attention. C'est l'utilisation dans les effets d'annonce de généralités qui semblent aller de soi. Bien, pour certaines organisations, on préannonce le prochain rassemblement. On l'annonce en interviewant un ou des organisateurs, etc. Pour d'autres, il ne se passera quasiment rien. Bon, donc certaines manifestations vont être suivies. D'autres ne le seront pas. J'ai remarqué qu'en janvier, il y avait 2 manifestations qui étaient quand même assez sensibles. L'une des pro-choix, n'est-ce pas, en janvier, et puis une seconde des pro-vie. La manifestation pro-choix devait rassembler énormément de monde. Elle n'a pas rassemblé finalement grand monde par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il y avait 10 à 12 000 personnes, si j'ai compris, pas plus. Et celle des pro-vie, on ne savait pas ce qu'elle donnerait, et finalement, elle s'est approchée sensiblement des 10 000. Eh bien, dans la presse, qu'est-ce que c'est devenu? Il y a eu un compte-rendu en général très favorable pour la manifestation pro-choix, vous l'imaginez, avec cette légende, une manifestation réussie. Pour l'autre, elle a été parfois ignorée, souvent ignorée, et quand il y a eu un compte-rendu, c'était un compte-rendu assez sec, simplement pour signaler qu'il y avait eu des manifestants ce jour-là. C'est tout de même curieux, cette inégalité de traitement entre une cause et une autre. Et puis je dirais c'est aussi une présentation grossièrement simpliste sur le mode de l'amalgame que l'on voit fréquemment d'un certain nombre de manifestations. Combien de fois vous entendez à la radio ou vous voyez à la télévision des commentaires du style « les lycéens font la grève des cours, les élèves occupent les amphis, les parents d'élèves ne sont pas d'accord ». Ça représente en général une minorité, parfois une toute petite minorité, mais elle devient, par l'effet de l'écran qui fait loupe, elle devient la démonstration dite majoritaire. Et puis il y a aussi quelque chose de caractéristique aujourd'hui qui est devenu assez puissant depuis quelques années, c'est le recours quasiment à jet continu des experts, du moins de prétendus experts, parce qu'on n'est pas forcément expert, S-qualité, on est parfois décrété expert par la foi des médias. Alors ils sont chargés normalement de faire la part des choses, les experts, on les croit objectifs, ils se découvrent parfois militants, et puis certains se transforment en toute autre chose à l'occasion, ça devient aussi des accusateurs publics. Très intéressant la manière dont certains experts, par exemple, commentent un fait qui est devenu, paraît-il, rituel en France, c'est-à-dire qu'à la nuit de la Saint-Sylvestre, on brûle des voitures. Donc depuis quelques années, on s'y est habitué, tellement que dans les médias, s'il brûle 40 ou 50 voitures, ça veut dire qu'il en a brûlé moins qu'auparavant, et donc on vous parle d'une nuit relativement calme. S'il en brûle beaucoup plus, c'est mal parti. Ces titres, on les a vus, on peut les retrouver. C'est assez singulier. Mais alors, plus singulier encore, le discours des experts. Les experts, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, bien c'est un rite. Bon, c'est devenu un rite. Ça signifie que c'est une démonstration pour un certain nombre de jeunes qui, du coup, c'est leur baptême d'adolescence, etc. Bien, on vous fait des commentaires à ce sujet qui deviennent finalement non pas une explication, mais une justification. Et entrant dans ce raisonnement-là, vous finissez par vous dire, finalement, ça s'est pas trop mal passé, et puis quelque part, c'est presque normal. La pensée unique vous amène aussi à trouver normal des choses qui à l'évidence, ne le sont pas. Bon, je dirais qu'implicitement, c'est aussi une prise de distance, et là je suis prise de distance boudeuse vis-à-vis de tout ce qui émane du christianisme, et puis une impuissance radicale à exprimer ça dans le flux médiatique. Alors c'est vrai que c'est difficile, en 1 minute 30, d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de la foi dans les médias. Ça c'est très difficile, pour moi c'est aussi difficile, c'est difficile pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais le problème que l'on rencontre, c'est qu'il y a un tel décalage aujourd'hui entre une partie des journalistes et finalement la population réelle, existence, vous tous, que ça provoque, je dirais, un hiatus
énorme. Il n'y a pas que chez nous, puisqu'on constate qu'aux États-Unis, 90%, paraît-il, des journalistes ne sont pas pratiquants, alors que la pratique religieuse aux États-Unis est importante, elle est presque inverse. Donc on conçoit que la couverture médiatique sur la religion, sur le christianisme, soit quelque peu, pour le moins, bancale, quand elle n'est pas carrément déformée. Bien, je passerai sur le fait que la pensée unique, elle induit une vision très unilatérale de l'économie. On a peu de professeurs spécialistes en économie, je veux dire, de libéraux, style Jean-Jacques Rosa, Pascal Salin, Garellos. Ces gens-là, on ne les voit quasiment jamais parce que ce qu'ils disent, on n'est pas dans l'air du temps. Et puis, s'ils sont trop brillants, ils seront affublés du titre d'ultra. Donc, du coup, ils n'ont même plus envie eux-mêmes de revenir dans les studios. Et puis, c'est une occultation de ce qui ne colle pas, généralement, au canon de la pensée unique. Impossible, par exemple, aujourd'hui, d'ouvrir un débat un tant soit peu équilibré, simplement, sur la musique techno. La musique techno, on en écoute de temps en temps, on aime ou on n'aime pas. Il y a quand même, derrière la musique techno, un certain nombre de groupes qui sont ouvertement satanistes. C'est un mystère pour personne, hein, notamment des groupes qui viennent de l'Europe du Nord. Bon, alors, ils sont très installés sur ce créneau, ça fait vendre beaucoup de disques, mais je ne vois pas pourquoi il est interdit d'évoquer les méfaits que cela peut engendrer quelque part. Il y a quelqu'un qui s'appelle Benoît Domer qui a écrit un bouquin remarquable là-dessus. On n'en entendra pas parler parce que ça dérange beaucoup de personnes. Et lui-même, quand il s'exprime, il a compris qu'il fallait qu'il le fasse avec tellement de doigté qu'il n'arrive même plus à exprimer finalement la quintessence de son enquête et de la réflexion qu'il a sur le sujet. C'est un sujet qu'il a vraiment travaillé. Et puis, au fond du compte, on arrive à ce que vous entendez un peu tous les jours, le culte de la dérision, un penchant plutôt pour la dérision, à travers des émissions qui vous transforment en moins que rien, voire en repoussoir. Vous savez, cette guignolisation des médias, comme on dit parfois, mais qui existe bien. Alors, vous me direz, tout ça est un peu déplorable, c'est inquiétant, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je ne vais pas vous infliger le glossaire de la pensée unique parce que c'est tout de même assez large, mais regardez quand même ce qui se passe dans le quotidien. Si vous-même vous essayez d'aborder les médias, vous vous heurtez effectivement vite à cette pensée unique et à ce qui en résulte, c'est-à-dire la bien-pensance. Vous avez en face de vous des gens qui croient réellement que ce que vous dites ne tient pas la route, que vous n'êtes plus dans le coup, que vos pensées ne sont plus celles du temps et qui vous disqualifient d'avance. Témoignage, vous essayez de faire témoigner quelqu'un contre l'euthanasie, ça peut être un beau témoignage, ça peut être un témoignage effectivement intéressant, ça peut être un témoignage étayé. Vous proposez cela en débat, on trouvera 1000 prétextes pour ne pas vous tendre le micro. Ou alors, si on vous invite, eh bien précisément, on vous donnera très peu le micro. Et comme l'émission est enregistrée, elle sera montée. Et au montage, curieusement, la partie qui semblait intéressante, celle en tout cas qui était centrale pour vous, elle sera tout simplement vidée de son contenu. Ça va passer à l'as. Bien. Alors, c'est ce qui se passe assez fréquemment. Ou bien vous serez invité, mais en mauvaise part, vous contestez Halloween. Alors oui, on vous fera peut-être venir sur un plateau de télévision. Vous avez une chance sur deux de passer pour un vieux bigot, à moitié coincé. Donc, au bout du compte, c'est vous qui allez perdre dans l'affaire, puisque votre cause, elle va être tellement malmenée que vous n'arriverez même pas à l'exprimer, et à l'exprimer en tout cas correctement. Alors vous me direz peut-être que je fais un saut de pessimisme. Je ne demande que ça, moi j'espère me tromper. C'est vrai qu'on constate quand même depuis quelques années que sur certains dossiers, ça bouge un peu. On l'a vu sur la sécurité, on l'a vu sur des reportages même qui ont été consacrés à l'anniversaire de mai 68. Il y a encore quelques années, on ne pouvait même pas en dire de mal. Maintenant, on peut quand même contester les principes fondateurs, on va dire, de mai 68. On peut, bien. Plus prosaïquement, même sur des sujets tels que ceux qui touche à la démographie, aux retraites. Il y a encore quelques années, les journalistes reprenaient quasiment exclusivement ce qui venait de l'INSEE ou de l'ONU, ce qui est intéressant, mais il n'y avait pas vraiment de débat. Aujourd'hui, on arrive un peu à débattre avec des gens qui peuvent exprimer autre chose. Donc on peut tout de même émettre quelques avis divergents, mais ça ne va pas loin, donc ça bouge, mais bon, ça ne bouge pas spontanément, remarquez-le bien. Et puis il aura fallu quand même du temps. Vous vous rendez compte qu'entre 1996 et 2001, pour que les médias commencent à parler de l'insécurité, il a fallu tout de même que le sentiment d'insécurité chez les Français double d'après les sondages, et puis que le nombre de crimes dans les banlieues double lui-même. Donc on parvenait à des seuils qui devenaient réellement insupportables.
C'est à partir de cela que les médias se sont réveillés. Donc ce ne sont pas les médias qui subitement ont rendu la situation en France criminogène, je ne sais quoi. Les médias ont un retard phénoménal sur le phénomène. Pourquoi ? Parce qu'avant, il ne fallait pas en parler, et on n'en parlait pas parce que ça embêtait tout le monde et parce qu'on ne savait pas comment traiter la question. Du coup, c'était finalement mieux d'avoir quelques commentaires sur la banlieue, mais de ne pas envoyer un reporter d'image qui risquait de venir, en plus, de revenir de ce reportage avec un œil abîmé et quelque chose. Donc on faisait attention, on faisait tellement attention qu'on ne bougeait pas. Et finalement, cela arrangeait tout le monde, hein, je vous signale. Ça arrangeait tout le monde, du politique à l'associatif, en passant par les journalistes. Tout le monde était content comme ça. Alors, au bout du compte, quand même, quel climat de désespérance. Bien évidemment, une telle pensée va non pas insuffler, mais générer autour d'elle. Et puis est arrivé quand même un événement essentiel, c'est l'impensable, et puis la guerre d'Irak. Dans les deux cas, le 11 septembre, donc l'impensable, et puis la guerre d'Irak. Dans les deux cas, nous avons eu affaire à un traitement assez voisin dans les médias. Le 11 septembre, punition de l'Amérique, et puis la guerre d'Irak comme nouveau Vietnam. Alors que l'on pense ce que l'on veut du sujet, pour moi, le problème, c'est que dans les médias, dans cette affaire, les médias, dans leur globalité, ont rendu compte des deux événements d'une manière qui est partiale, qui a vu, entendu, lu des avocats de la cause américaine, vraiment très très peu, en tout cas à peine. La plupart des experts ont tablé sur l'échec de l'offensive, je pense que vous vous en souvenez, ils ont prédit la défaite de Bush, ils ont annoncé la fin de l'Empire américain, une catastrophe mondiale immédiate, enfin bon, rien de tout cela n'est advenu, la presse s'est trompée, effectivement, elle s'est trompée comme un seul homme, mais comme tout le monde finalement s'est trompé, c'était pas grave, à la limite c'est la faute à personne, il n'empêche que moi je constate qu'il y a eu un phénomène assez extraordinaire de pensée unique qui a englobé quasiment tout le monde. Alors il y a tout de même un journaliste qui a fait son boulot là-dedans, comme quoi il n'est pas facile de faire son travail à l'heure de la pensée unique. Il s'appelle Alain Hertog, il n'est pas très connu ce type-là, mais c'est un journaliste professionnel qui faisait très bien son travail, et lui s'est amusé comme ça à faire le dénombrement entre les articles qui étaient pro-Saddam et puis pro-Bush. Bien. Je vous laisse imaginer où elle est la faveur, certainement pas du côté qu'on pourrait imaginer. Donc du coup, lui s'est fait virer. Il s'est fait virer de son journal, mais le plus extraordinaire, il a sorti un bouquin sur cette affaire et la presse s'est tue d'une manière quasi unanime en France. En Grande-Bretagne, il y a quelques journalistes qui ont parlé de son livre, La guerre à outrance, mais c'est tout. Donc avouez que c'est tout de même bien peu. Ça laisse un certain goût, un certain malaise. Donc on en est là aujourd'hui. Et moi je dirais que si vous regardez bien, il n'y a pas de censure dans les médias. Certains me disent, vous êtes censuré. Ben non, pas du tout. La censure n'existe plus. Pas de censure. Mais non. Et si vous m'avez suivi, vous dites, bah attendez, oui, on ne comprend pas, mais non. Non, mais il n'y a pas de censure. Et il n'y a même pas d'autocensure. Et c'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus autant des maîtres censeurs. C'est vraiment de la foutaise, ça, ni même des autocenseurs. Le prêt-à-penser qui est dans la tête des journalistes suffit. C'est-à-dire que comme un seul homme, les rédactions, elles ignorent l'intrus et le déviant. Bon. Et donc celui qui ne va pas droit, on l'oublie. Il est marginalisé. Il tombe de côté, on n'en parle plus. Et avec le silence, on fait des miracles. Avec le silence, on fait que beaucoup de choses sont oubliées. C'est ce qu'on appelle, vous savez, le mimétisme médiatique. Et c'est très fort, parce que si vous n'êtes pas dans le mimétisme médiatique, vous commencez à avoir peur, parce que vous vous sentez seul. Et l'anonyme, bien sûr, quelque part, il a peur. Alors se pose la question... Comment cela peut se produire, en effet, sans qu'il y ait derrière une idéologie très forte. Je ne vais pas non plus poursuivre sur ce plan-là, mais je pense que des réflexions telles que celles du philosophe Ala Finkielkraut sont assez frappées du bon sens quand il dit, effectivement, derrière tout ça, il y a la pensée de 68. Mais 68 a tout désacralisé, sauf mai 68. Et je crois qu'on en est encore là. Les pensées de mai 68 sont encore aujourd'hui les talons de mesure. On est encore dans cette pensée. Pour combien de temps, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est assez lourd à porter. Donc, le pluralisme, dans ces conditions, il est difficile à le faire vivre. Et vous me direz, mais alors comment on va sortir de la pensée unique? Moi, je dirais, par rapport à cela, il n'y a pas, bien sûr, de solution toute faite. Je dirais simplement, bien sûr, que pour vous comme pour nous, ça signifie qu'il faut s'investir sur Internet, parce que la télévision, c'est très difficile de pouvoir changer les choses. Il faut interpeller les médias systématiquement sur les questions qui vous paraissent essentielles, mais pas forcément en mettant en avant un président, par exemple, d'association qui peut être mal à l'aise devant une caméra. Il faut trouver quelqu'un
quelqu'un qui incarne bien la cause que vous défendez et qui ait une certaine plasticité, une certaine souplesse pour ne pas se cabrer si on lui pose une question qui est complètement à côté ou une question accusatrice, ce qui est tout de même assez fréquent. Mettre en appétit les journalistes en leur suggérant non pas une seule personne à interviewer, mais plusieurs en fonction d'une thématique de dossier. C'est important de montrer qu'il y a une diversité de réponses aux questions que peuvent se poser les journalistes. Rentrer, comme on dit, dans leur cercle d'attention, les journalistes. Ils portent attention à certains cercles, il faut être retenu dans ces cercles-là. Et puis, je dirais d'une manière générale, jouer le réseau chrétien aujourd'hui dans son extension maximale. Un journaliste aujourd'hui ne se pose pas la question de savoir s'il a affaire en face à une association plus protestante que catholique. Il met tout ça dans le même panier. Donc je crois qu'il faut peut-être justement saisir certaines chances et élargir au maximum les possibilités d'intervenir sur les médias. Et puis aujourd'hui, c'est tout récent, il y a ce qu'on appelle la diversité culturelle et la diversité éditoriale. Ce que je veux dire par là, c'est une chance aussi pour nous, de se faire reconnaître dans les médias. Puisqu'il y a diversité, ça signifie que les médias doivent accepter des points de vue qui ne leur plaisent pas toujours, des pensées, des courants de pensée avec lesquels ils ne sont pas forcément familiers. Donc, exiger auprès d'eux de pouvoir être invité, de pouvoir vous exprimer. Et enfin, bien sûr, ça signifie qu'on s'exprime, on parle vrai, tout en sachant montrer un visage avenant. Alors tout à l'heure, j'évoquais cette journaliste de Libération qui avait un regard finalement assez voisin d'une autre, en constatant elle aussi qu'il y avait une manière unique de présenter l'actualité. Cette journaliste a écrit un livre il y a quelques années, et elle s'appelle Florence Aubenas. Et j'ai retenu son témoignage simplement à ce titre-là, parce qu'on n'est pas obligé ensuite d'aller vers ses conclusions. Voilà, Florence Aubenas pense que la pensée unique en tant que telle n'existe pas, on est plutôt dans un monde unique. Mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que si on parle tellement de Florence Aubenas, c'est bien qu'il y a quelque part la pensée unique. La pensée unique, elle vous dit, il est normal d'envoyer en Irak un journaliste qui fait son boulot d'information, quelles qu'en soient les conséquences, quel que soit ce journaliste, il est normal de le faire. Bien ça, je crois que c'est la pensée unique. Il n'y a pas là-dessus à avoir de doute. Eh bien, on peut émettre des doutes, et dans ce cas, on n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Florence Aubenas est sauvée, c'est grâce à une campagne médiatique. On n'est plus dans l'ordre de l'information, on est dans l'ordre de la communication. Et donc, si elle est sauvée, c'est sans doute grâce à la communication. Donc, vous voyez, la difficulté aujourd'hui à évoquer des thèmes tels que ceux-là, parce que parfois, on est quand même pris entre plusieurs contradictions. Mais bon, je tenais du coup, d'une certaine manière, à lui rendre hommage, et à montrer que ce phénomène de pensée unique, il est en effet aujourd'hui très lourd à porter, mais je pense qu'il faut d'une part résister là où on est, et d'autre part, aujourd'hui, essayer de construire autre chose. Je pense réellement que dans les 10 années qui viennent, là, on va avoir des chances extraordinaires de pouvoir réinvestir les médias. Là, je dis, ce n'est pas du tout de ma part un vœu, je crois que c'est une possibilité, c'est une chance, mais bien sûr, il faut s'organiser davantage et s'organiser un peu plus chaque jour. Voilà, merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup à nos deux orateurs de ce matin. Je pense que vous avez apprécié la qualité et les informations qui nous ont été données. Sachez aussi que actuellement, les journalistes et les médias commencent à s'intéresser au monde évangélique. Voilà, il y a eu des difficultés dans certaines églises et tout à coup, on commence à penser à nous. Voilà, donc on va demander à Daniel Rivaud de venir pour des dernières informations, mais vous resterez assis pour la clôture de ce congrès européen d'éthique, n'est-ce pas? On restera ensemble et puis on passera après la parole à Florian. Merci. Merci.